La gestion des logs applicatifs a profondément évolué ces dernières années sous l'impulsion des microservices et des containers. Et à l'instar de Prometheus pour les métriques, il nous a fallu trouver de nouveaux outils en mesure de s'adapter à des environnements distribués et fortement volatiles. Or, si Elasticsearch est depuis longtemps une solution particulièrement plébiscitée, elle n'est peut-être pas exactement taillée pour ces cas d'usage. C'est pourquoi Grafana a créé Loki. Loki est en quelque sorte le Prometheus des logs, car elle a été conçue spécifiquement pour ce type d'usage. Pour nous en parler plus en détail, je reçois Cyril Tovna. Cyril est software engineer pour Grafana Labs, et il nous explique pourquoi Grafana a ressenti le besoin de créer son propre outil de gestion de logs et en quoi il est pertinent dans le paysage de l'observabilité aujourd'hui. Cyril, bonjour, bienvenue. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. On va parler un peu de Grafana Loki. Mhm. Alors c'est assez récent, enfin pas tout récent non plus, mais c'est pas très vieux non plus. Est-ce que tu peux nous expliquer grossièrement ce que c'est? Ouais, alors Loki, c'est un système d'agrégation de logs, logs ou événements, qui est inspiré très fortement par Prometheus. Donc on est sous une licence Apache 2. Et c'est un système qui monte en charge de façon horizontale et puis qui est capable de supporter plusieurs comptes en même temps, donc qui est capable de recevoir des données de plusieurs équipes. Et puis il a pour particularité de ne pas indexer le contenu des logs, mais seulement un set, on va dire, de métadonnées ou de labels qui décrivent vos applications. Ce qui le rend relativement facile à opérer, puis aussi le coût est beaucoup moins cher. Présenté comme ça, j'ai l'impression que c'est un outil qui est fait pour Cube ou c'est pas le seul contexte qui supporte. Non, c'est pas. Alors c'est vrai que le projet a vraiment été créé au début dans une idée d'être côte à côte avec Kubernetes et Prometheus. Donc c'est sûr que l'expérience va être beaucoup plus intéressante de Loki si vous avez déjà ces deux composants-là, si vous utilisez ces deux composants-là. Donc il y a beaucoup de choses qui se font de façon automatique. Cependant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser Loki, simplement le binaire et puis l'installer sur des VM. Les deux cas sont possibles. Il y a juste une petite facilité, je dirais, avec Cube. Justement, tu mentionnes le binaire. Alors ça veut dire que au niveau installation, c'est aussi simple qu'un Prometheus, juste un binaire à lancer ou il y a une procédure un peu plus complexe? Alors c'est une bonne question. Il y a plusieurs façons en fait d'utiliser Loki. Je dirais que pour la plupart des utilisateurs qui ont un seul cluster, j'utiliserai la version qu'on appelle binaire en fait, qui te permet juste de lancer Loki avec un seul exécutable, un peu comme Prometheus marche dans ton cluster Kubernetes. Et là, le seul problème, c'est que on va devoir monter en charge de façon verticale seulement. Donc on peut agrandir la VM pour supporter plus de charges, mais ça a l'avantage d'être relativement plus simple. Après, Loki, on peut le lancer différemment dans un autre mode qu'on appelle un mode distribué, où tu vas pouvoir installer plusieurs composants qui sont séparés, qui roulent dans des pods différentes et qui vont pouvoir monter en charge de façon horizontale pour supporter plus de données. Alors cependant, cette façon-là, elle est un petit peu plus compliquée à utiliser si vous n'êtes pas des grands experts des systèmes distribués, forcément. Mais je pense que le premier cas d'usage reste celui que 99% des utilisateurs sont intéressés. Si je continue sur la comparaison avec Prometheus, Oui. Loki, c'est pas lui qui va gérer la persistance non plus des logs. Il agrège les logs et il les envoie vers un back-end ou il s'en charge. Alors, ben, Loki, en fait, c'est le back-end, celui qui envoie les logs, donc le collecteur. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le collecteur, nous, on en a un, donc on est on a une grande opinion, en fait. Donc on en a créé un au lieu d'utiliser ce qui existe déjà comme FluentD ou FluentBit. Puis je vais revenir après sur pourquoi on l'a créé. On appelle ça Promtail. Puis Promtail, en fait, c'est Prometheus qui roule à l'intérieur d'un collecteur. Et donc il y a la même façon de découvrir les labels de vos pods, donc les mêmes métadonnées des pods que Prometheus. Et donc lui, il va collecter les logs
du Docker daemon que Kubernetes est en train d'utiliser, et va les envoyer au backend qui est Loki. Loki est le backend, en fait, c'est lui le système distribué qui permet d'agréger les logs, puis de les afficher à l'utilisateur. Donc il y a deux API, en fait, il y a tout ce qui est push, donc ça c'est plus Promptail qui va pousser les logs vers cette API-là, puis après il y a là tout ce qui est query, donc on va avoir toutes les requêtes qu'on peut faire avec Loki. Si je peux juste en revenir un petit peu sur pourquoi on a créé Pumptail alors qu'il y en a déjà un paquet qui utilisent, hein, il y a même Logstash ou Filebit, on a quand même beaucoup de clients qui existent sur le marché. La raison principale, c'est que nous, on voulait qu'on ait cette découverte de label qui soit très proche de celle de Prometheus. C'est-à-dire que quand vous avez déjà dans votre application une métrique qui s'appelle HTTP Request Count Total, à l'intérieur de cette métrique-là, donc ça c'est le nom de la métrique, à l'intérieur vous allez avoir d'autres labels qui vont être découverts par Kubernetes, qui va être probablement le nom de la pod, qui va être le nom du namespace, tout ça est automatiquement rajouté par Prometheus. Mais Promptail va faire la même chose, il va ajouter les mêmes labels à vos logs, et donc il y a la possibilité de faire une corrélation entre les métriques et les logs très rapidement grâce à Grafana. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé Promptail pour rouler vraiment dans Kubernetes et récupérer ces métadonnées. Donc c'est vraiment pour fonctionner. Alors, on n'a pas besoin de Prometheus, mais c'est pour avoir une expérience homogène d'utilisation Oui. quand on va faire un query, pour qu'on puisse faire de l'agrégation facilement entre les métriques qu'on peut avoir de Prometheus et les logs qu'on pourra avoir. Voilà. Donc en fait, le workflow principal qu'on va avoir avec Loki, c'est, imagine, c'est 4 heures du matin, tu es on call, tu reçois une alerte de PagerDuty ou je ne sais quel autre service d'incident tu utilises. Tu te réveilles en stress, tu es devant ce dashboard où tu as toutes tes métriques qui s'affichent, puis c'est tout rouge. Et c'est des métriques Prometheus, ben, tu peux commencer à explorer ces métriques dans Grafana. Et quand tu vas changer des métriques au log, Grafana va être capable de garder les mêmes labels qu'il y avait sur ta métrique et les changer et les transformer en une query Loki. Et donc, ça te permet de rapidement, en fait, voir les logs de l'application qui avait un problème. Seulement les logs de cette application-là. Donc, cette corrélation-là et ce cas d'usage-là, c'est la raison pour laquelle on a créé Promptail et que ça va très bien avec Prometheus. Ça s'intègre très bien avec Prometheus. Il y a un autre aspect dans ce que tu dis qui me fait penser que c'est intéressant, c'est le fait que forcément c'est Grafana et Grafana c'est l'outil de dashboarding qu'on utilise pour Prometheus Ouais, et pour les logs, c'est pas forcément Grafana qu'on utilise. ouais. Sans citer personne, il y a d'autres solutions de dashboard qui existent pour les logs et l'intérêt pour une personne qui est, on call ou même, dans son job quotidien, hein, doit aller collecter de l'information, c'est Ouais. de rester en fait dans le même outil, dans le même dashboard pour faire son investigation. Exactement. Et puis, ce qui est encore plus déroutant dans ce workflow parfois on a l'habitude de changer entre un outil et un autre, c'est qu'on doit aussi transformer nous-mêmes les requêtes. On a fait une requête Lucene, puis on a notre requête qui marche bien. Comment on fait pour la transformer en quelque chose qui va me ramener les mêmes métriques ou vice-versa? C'est ça la raison pour laquelle Loki est très inspiré de Prometheus, c'est pour éviter ce changement de contexte. Donc on reste toujours dans un contexte où on a un set de labels et on travaille avec ces labels pour trouver l'information qu'on cherche. Quand on va chercher l'information qu'on cherche, alors il y a les labels évidemment qui sont sur l'information, mais il y a aussi, le langage qui nous permet de faire les queries. Donc je sais que Prometheus a son propre langage qui est PromQL. Est-ce qu'on utilise PromQL aussi pour Loki ou est-ce que c'est un langage différent? Alors c'est un langage qui est très inspiré de PromQL, donc on va avoir un petit peu les mêmes types de fonctions ou les mêmes sélecteurs. C'est-à-dire que dans PromQL, normalement, tu as le nom de la métrique, puis après, tu as des accolades, et à l'intérieur, tu as tous les labels. Ça te permet de sélectionner un set de métriques. Avec Loki, ça va être à peu près la même syntaxe pour sélectionner un set de logs. C'est à peu près, les syntaxes se ressemblent. Après, c'est plus un sous-set logQL, puisqu'on va pas pouvoir faire les mêmes agrégations, mais les langages sont très proches l'un à l'autre. Donc, si vous connaissez déjà PromQL, vous utilisez déjà Prometheus, c'est sûr qu'apprendre le langage de Loki va être relativement simple. Alors on utilise PromQL, directement depuis une page web de Prometheus, mais on peut aussi faire des recherches directement depuis Grafana, il me semble.
Oui, donc ça c'est ça s'appelle Explore, c'est ce qui permet, donc dans Grafana Explore, on peut effectivement commencer à taper des noms de métriques, puis il va sortir tout un tas de métriques qui existent dans votre système, puis on peut aller chercher des labels, ouais. Et j'imagine que c'est une sorte aussi de couche d'abstraction et donc le langage en fait, c'est pas directement lui qu'on utilise, c'est la couche d'abstraction de Grafana sur le langage PromQL ou sur le langage LogQL et du coup, si on a cette couche d'abstraction, finalement on voit pas qu'on utilise 2 langages différents? Non, en fait, c'est pas vraiment, le langage, Grafana, c'est juste une aide. Donc c'est-à-dire que le langage, au final, il va vous aider à le fabriquer, mais il va vous donner des indices. L'exemple vraiment concret, c'est par exemple, si je veux passer d'une métrique, d'une application, disons un Nginx au log de suite, si je suis en train de regarder par exemple, la métrique, du nombre de requêtes HTTP qu'elle a reçues, bah, ce que Grafana va faire, il va juste enlever le nom de la métrique et il va laisser les accolades avec les labels. Donc il va transformer pour vous le langage PromQL à LogQL. Donc cette simplicité qui existe entre les deux bah, facilite aussi la tâche à Grafana pour crafter en fait vos requêtes. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi vous-même. Le langage n'est jamais vraiment caché ou abstrait. C'est plus une aide en fait. D'accord et donc il y avait un manque à ce niveau-là aujourd'hui dans le paysage de se dire qu'on a Prometheus, c'est vrai que Prometheus s'est un peu imposé au niveau du monitoring, mais au niveau Ouais. du logging, peut-être il manquait un équivalent? Alors, ouais, c'est un bon sujet en fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a créé Loki en 2018. Puis c'est vrai que j'ai pas un petit peu donné de contexte sur les raisons principales pourquoi on a créé Loki alors qu'il y avait d'autres solutions sur le marché. Donc déjà, ça a été créé en 2018 par Tom Wilkie. Alors je sais pas si toi, Stéphane, tu connais Tom Wilkie, mais Tom Wilkie, déjà c'est mon boss. Et puis c'est un très grand contributeur de Prometheus, mais aussi c'est celui qui a créé Cortex. Donc Cortex, c'est Prometheus qui monte en charge beaucoup plus que le simple binaire. Donc on a annoncé ça à la KubeCon Seattle de 2018. Donc à l'époque c'était pas virtuel, on faisait encore les choses, on se voyait encore. Et la raison principale pour laquelle on a créé Loki, c'est que nous, chez Grafana, on avait besoin, à un moment donné, de aussi offrir des logs dans nos services. Et on a regardé un petit peu ce qui existait et on trouvait que c'était assez coûteux à rouler nous-mêmes. Les autres, donc tout ce qui était système qui en fait indexe le log et son contenu entièrement, on a trouvé que c'était coûteux, que c'était lourd à rouler. Alors c'est vrai qu'il y a un trade-off qui permet quand même une recherche rapide, hein. Si on utilise un produit comme Elasticsearch par exemple dans un store, dans un magasin sur Internet et qu'on a une petite recherche, on tape le mot de l'objet qu'on cherche, on trouve de suite. Ça, c'est le cas d'usage pas fait pour Elasticsearch, mais il y a eu un autre cas d'usage que beaucoup de SRE et de développeurs ont commencé à utiliser avec Elasticsearch, c'est les logs. Simplement, les logs, ben, devoir indexer le contenu des logs, quand vous avez un volume qui commence à être assez énorme, puis on n'a pas envie de dire aux développeurs de loguer moins, ben, ça commence à être coûteux. Donc on s'est dit, on va créer quelque chose qui est beaucoup moins coûteux et qui est surtout très orienté vers les logs. Et seulement ce cas d'usage-là spécifique. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Loki. Une autre raison, c'est qu'à Grafana, on fait beaucoup de Go. C'est un langage qu'on aime beaucoup. Je pense qu'il n'y a aucun projet qui utilise autre chose que Go. Même Grafana lui-même utilise Go, et donc on avait besoin d'un projet qu'on pouvait supporter à long terme. Et donc c'est comme ça on a créé Loki. Je partage avec toi le fait que Elastic, c'est devenu un peu un standard. Bon, il n'est pas le seul, hein, on pourrait citer Splunk ou d'autres, mais on sait aussi que Elastic est adapté à beaucoup plus de cas d'usage et je ne sais Oui. pas si les logs, même si on l'utilise beaucoup en entreprise pour les logs, c'est son meilleur cas d'usage, tu vois? Ouais, bah, c'est la raison, voilà, c'est la raison pour laquelle nous, on a créé Loki, c'est parce qu'on voulait vraiment être spécifique à ce cas d'usage-là. Alors Elastic, ça marche pour les logs, mais puis ça a un désavantage, c'est que c'est lourd, c'est coûteux. Puis à un moment donné, il faut peut-être couper en rétention, couper en log. On veut pas demander aux développeurs de faire ça. On pense que les logs, c'est un petit peu la ligne d'assurance en fait des développeurs, qui leur permettent de savoir qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné s'il y a eu un problème, et seront capables de pouvoir revenir dessus et de le fixer. Leur demander d'enlever les logs, c'est leur demander d'enlever cette assurance-là, et c'est-à-dire que s'il y a un problème, ben, peut-être qu'ils ne pourront jamais les réparer. Mmh. Donc vous partagez la philosophie avec, Prometheus de Ouais, dire: on fait une chose, une seule et on la fait bien», ouais, plutôt que de se dire qu'on fait beaucoup d'autres choses. Par contre, Prometheus, lui, est pas fait pour faire de la rétention à long terme. Tu as mentionné Cortex, par exemple, qui est une surcouche qui permet de faire cette rétention à plus long terme. ouais.
Et par contre, le cas de Loki, et tu l'as dit, c'est que c'est le back-end, c'est lui aussi qui va faire le stockage, c'est bien Mmh. ça? Oui. Et du coup, là, il y a un peu moins de simplicité si on veut quelque chose qui soit durable dans le temps, j'imagine. Bah, c'est vrai que les logs, c'est quand même alors nous, ce qu'on fait, c'est que les logs, on les compresse. Donc, on les compresse avec un quand même on fait du Snappy, ou du, gzip. Donc on les compresse énormément. Donc, 1 giga de log, généralement du log, c'est quelque chose qui est quand même relativement compressible, facilement. Ça va devenir, je sais pas moi, 200 mégas de log à peu près. Et ça, on va aller le storer dans des. Généralement, tu as le choix du cloud provider que tu utilises, mais ça peut être S3, ça peut être Google Storage, ou ça peut être sur disque. Là, la rétention, ça dépend du volume que on veut supporter. Nous, on a un système en fait qui permet de supprimer les logs au fur et à mesure. Donc, dans notre offre cloud, on est à 30 jours, parce qu'on considère que 30 jours, généralement, c'est suffisant. Et puis en 30 jours, il peut y en avoir beaucoup de logs qui sont envoyés. Mais rien n'empêche quelqu'un qui roule on-prem ou qui utilise ça dans un seul cluster d'aller plus loin, hein. Ça dépend vraiment. Après, c'est sûr que si on essaye de faire une recherche à travers des terabits de données sur un seul binaire, ça va commencer à être compliqué. Mais il y a pas vraiment de limite fixée. Il y a juste des limites que nous, on a en tant que provider, qui sont assez normales, mais ouais, c'est à peu près ça. D'accord, donc le choix de l'Object Store, c'est bien. Alors ça se rapproche plus de Thanos du coup que de Cortex? Oui, il y a un peu c'est ça qui est un peu rigolo, c'est que Loki est un peu a pris un petit peu tous les bons côtés de ces projets-là qui sont sortis, qui existent dans la CNCF, donc Cortex, Prometheus et Thanos. On reprend un petit peu tous les morceaux qui marchent chez Loki. Et puis d'ailleurs, on contribue upstream, hein, sur ces projets aussi dans l'équipe de Loki. Et donc effectivement, on utilise un Object Store qui permet, nous on préfère dédier ça à des services qui le font depuis des années de façon correcte. Donc, on peut utiliser S3. On peut utiliser Google Storage. On peut aussi très bien utiliser le disque si c'est ce qu'on veut. Mais je pense que tout le monde est conscient qu'utiliser un disque, c'est assez risqué et péril, mais aussi c'est beaucoup plus difficile qu'utiliser un cloud provider. Donc, à un moment donné, je pense que les SRE expérimentés savent choisir leur métier. Je profite du fait que tu aies mentionné la rétention pour rebondir dessus et soulever un autre point que j'aimerais savoir. Quand on parle de loguer des données applicatives, donc on parle évidemment des logs de l'application et parfois aussi on a besoin d'autres informations qui sont plus des informations d'audit. Oui. Est-ce qu'on est en mesure de faire une séparation entre les 2 au niveau de Loki et de définir en back-end 2 buckets, par exemple, qui ont des périodes de rétention qui seraient différentes? Parce que les logs d'audit, généralement, on les garde plus longtemps. Ça c'est une bonne question. Surtout la fin en fait de la rétention qui est différente. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, et qu'on regarde. Donc c'est une des demandes qu'on a souvent et on est en train de regarder ça. Par contre, pour tout ce qui est audit log, il y a pas de problème. Ça reste ça reste des logs, que ce soit applicatif ou audit. Pour nous, c'est la même chose. Si on veut pas les avoir mélangés, il suffit par exemple dans le log ou soit on rajoute un label, soit dans le log on peut aussi très bien mettre comme une en-tête ou une clé qui veut dire que ça c'est audit. Puis au moment où on fait la requête, on peut recevoir que les audits si c'est ce qu'on veut. Donc au niveau de l'utilisation, c'est pas un problème. C'est vrai que c'est intéressant que tu dis que dans les audit logs, on va vouloir les garder plus longtemps. Là pour l'instant, on peut pas faire de différence entre deux applications, mais c'est quelque chose qu'on regarde. Il y a un autre point aussi avec les audit logs, qui est par exemple un point de sécurité. Ça va peut-être pas être les mêmes personnes qui vont vouloir, aller chercher les audit logs et regarder les audit logs que les personnes qui vont vouloir regarder les logs applicatifs. Ouais. Alors, à qui s'adresse exactement Loki? Aujourd'hui, c'est plutôt un profil de SRE, ça s'adresse aux devs? En fait, ça s'adresse aux deux principalement. Ça s'adresse aux SRE et aux équipes de développement. Et toutes les équipes qui souhaitent comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur système et les applications qu'ils ont développées. Encore une fois, le principe de base, c'est vraiment de se dire qu'on peut avoir une corrélation entre un problème de une alerte qu'on aurait eue, par exemple, sur des métriques, quelque chose qui va mal et faire la corrélation rapide avec les logs. Ouais. Mais alors des fois, il y a certains use cases où je ne sais pas si les métriques, vont pouvoir nous donner l'information comme quoi quelque chose se passe mal. Mettons que j'ai un site web et que dans ce site web, j'ai,
beaucoup d'erreurs 503 ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement quelle erreur pourrait ressortir massivement pour montrer que quelque chose se passe mal. Ouais. Est-ce que de la même manière que je peux être alerté par des métriques avec Alert Manager, j'ai la possibilité d'alerter sur quelque chose, un pattern dans mes logs? Ouais, ouais. Alors ça, on peut, je pense qu'on peut peut-être parler un petit peu de où est le projet actuellement. Cette feature-là que tu décris, donc les alertes, c'est quelque chose qui a été rajouté en octobre dernier. Donc on l'a annoncé à l'ObservabilityCon. Et on a rajouté trois grandes features. La première, c'est celle que tu viens de décrire, les alertes. Donc en fait, on va pouvoir écrire des règles, les mêmes règles que tu écris avec Prometheus. On va pouvoir écrire des règles, mais avec le langage de Loki. Et on va pouvoir donner ces règles-là à Loki pour qu'il les évalue. Et en cas d'évaluation correcte, si on a demandé, je veux que le ratio de 503, s'il est supérieur à 10 par seconde, envoie-moi un message sur Slack. Ça, c'est quelque chose que maintenant on va pouvoir faire. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme il y a cette similarité avec Prometheus, on utilise en fait aussi Alert Manager. Donc dans ton cluster Kubernetes, si tu as déjà un Prometheus, tu as déjà un Alert Manager, tu n'as pas besoin de réinstaller Alert Manager. Tu peux utiliser Loki et Loki va utiliser l'Alert Manager qu'il y a dans ton cluster pour t'envoyer des alertes sur Slack. Donc on peut faire, ça c'est une des features qui a été rajoutée récemment. On peut faire ça s'appelle des règles d'alerte. La seule différence avec Prometheus, c'est que Prometheus peut lui faire des règles aussi qui permettent de créer des métriques. Loki ne fait pas encore ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Il peut juste faire des règles qui créent des alertes. Les deux autres features qu'on a vraiment rajoutées donc à la 2.0 en octobre, c'est l'extraction en fait de labels, mais aussi de métriques à partir du langage, à partir des logs, du contenu des logs. C'est-à-dire que Loki, depuis le début, je le répète, mais il indexe simplement en fait les labels. Et tout ce qui est dans le contenu, c'est pas vraiment indexé, c'est pas structuré. Il n'est pas conscient de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, avec les nouvelles fonctionnalités du langage qu'on a rajoutées, on va permettre d'extraire, par exemple, si vous avez dans un log un chiffre, vous allez pouvoir l'extraire et le rendre dans une time series. On va pouvoir l'utiliser en tant que métrique. Et la dernière feature qu'on a rajoutée en octobre, c'est avant, Loki avait besoin aussi d'un index séparé, c'est-à-dire que soit c'était sur disque, soit on vous demandait d'utiliser quelque chose qui était comme une base de données NoSQL. Ça, on n'en a plus besoin maintenant. On a vraiment besoin que d'un object store. Donc ça peut être sur disque, S3, on en a déjà parlé, ou Google Storage. Donc ça, c'est les trois features. Donc pour répondre à l'alerte, oui, c'est quelque chose qu'on a, c'est tout récent, mais c'est quelque chose qu'on a maintenant dans Loki. Et je pense qu'il y a un des cas d'usage qui est pas très connu, mais qui est aussi intéressant, j'aimerais le mentionner. Je ne sais pas si vous connaissez le Absent Overtime. C'est une fonction dans Prometheus qui permet en fait de mettre la valeur à la time series à 1 si la métrique n'existe pas. On a la même chose en fait sur Loki qui te permet en fait, de t'envoyer une alerte si soudainement une de tes applications arrête de loguer. Mmh, c'est intéressant. Je vais revenir justement sur la partie log parce qu'on n'a peut-être pas été assez loin là-dessus. Donc on va shipper des logs et donc tu as comparé ça à Fluentbit, par Ouais. exemple. Mhm. Les log shippers, généralement, permettent, en tout cas, même si c'est assez simplement parfois, de transformer aussi le log. Et là, tu m'as dit que justement, Loki n'allait pas dans le log, mais enrichissait le log de métadonnées. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a cette possibilité de formater le log aussi avec Loki ou pas du tout? Alors il y a la possibilité de le faire à deux endroits. Forcément, nous on a notre agent, mais on a aussi créé des plugins pour tous les autres agents qui existent. Donc si vous avez envie d'utiliser FluentD ou FluentBit, moi je vous conseille plus FluentBit puisque c'est plus l'avenir. Mais vous pouvez très bien utiliser le Loki plugin. Vous allez pouvoir faire vos modifications de données avant d'envoyer à Loki. Donc si vous avez un document JSON et que vous voulez pas du JSON, vous allez pouvoir faire ça. Sous la forte demande, on a aussi rajouté ça dans Promptail, donc on appelle ça des pipelines. Et donc on peut modifier, parser les logs au moment où on est en train de les lire sur le disque pour les changer, pour changer le format si on n'aime pas le format, pour supprimer des informations si on n'aime pas certaines informations. Donc on a toutes ces possibilités au niveau du client.
Mais nous, vraiment, ce qu'on aime à Grafana, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est compliqué de devoir configurer toutes ces règles en fonction de si c'est application A, il faut règle C. Enfin, ça peut faire un sacré chaos dans la configuration. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment recevoir les logs comme ils sortent de l'application, et au moment où on fait la requête, utiliser des parseurs, utiliser un langage qui va nous permettre en fait de modifier le log au moment où on est en train de le chercher. Donc on va avoir aussi, on va pouvoir faire du templating, on va pouvoir parser du JSON, parser du log format. D'accord, c'est un peu dit vulgairement du big data. Donc, on se fiche de la donnée au moment de la shipper. Ce qu'on veut, c'est la mettre dans un endroit où on puisse faire les queries dessus qui vont nous permettre d'avoir l'information. Ouais, le principe, je pense que le principe est le même. Par contre, le cas d'usage, c'est vraiment les logs. C'est beaucoup moins l'analytique ou des données quelconques. C'est vraiment les données, c'est censé être. Nous, on vise vraiment, on optimise le key pour que marche avec des logs ou des événements ou, comme tu disais, des événements d'audit. OK. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas possible de faire de l'analytique sur des logs applicatifs? J'imagine que si aussi, mais Oui, voilà, non, c'est non, oui, peut-être oui, bien pas. sûr. On va pouvoir faire de l'analytique. Maintenant, il y a des requêtes qui se font et qui se font pas. Si tu demandes, il faut savoir que Loki, comme il indexe simplement les labels et tout le reste, en fait, il le fait en parsant la donnée. Après, c'est distribué, donc il le fait ça, il fait ça à travers une vingtaine de petits workers qui vont faire le travail, mais ça reste limité. Quand on fait ce genre de requête, il faut s'attendre à ce que ça prenne du temps. C'est sûr qu'il va passer à travers des terabits de données, il va être capable de le faire, mais ça peut prendre du temps. Et aujourd'hui, alors si je devais, me faire une idée un peu de Loki, c'est quoi les points forts? Les points vraiment qui le rendent, unique par rapport aux autres? Ouais. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois, je vais le répéter encore une fois parce que je pense que c'est vraiment le plus gros trade-off de Loki, c'est on indexe pas les logs. On indexe pas le contenu des logs. Je connais des applications qui indexent tout le contenu des logs et on se retrouve avec un index en fait qui est plus gros que la donnée du log elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Sur Loki, nous, ce qu'on veut, c'est indexer simplement les métadatas. Et donc, on a un index qui est censé être 100 fois, si c'est pas 1000 fois plus petit que la taille totale des données qu'on est en train de lui envoyer. Donc ça le rend forcément facile et pas cher, donc facile à opérer et peu cher, puisqu'on a moins de données à sauvegarder dans nos object stores ou sur disque. Facile parce que comme on utilise moins de données, on a besoin de moins de ressources, moins de mémoire. Donc Loki, quand même, si vous l'installez dans votre cluster Kubernetes, il est quand même relativement stable. Le deuxième point fort, on en a aussi parlé, mais c'est son atout avec Kubernetes et Prometheus, donc est très facilement intégrable à l'intérieur de Kubernetes. Découverte des métadonnées de tes pods automatiquement, ça va être les mêmes qui vont être ajoutées aux métriques et aux logs. Et puis forcément la corrélation qu'on a discuté, que tu peux faire avec Prometheus. Et puis le dernier point fort, je pense, c'est l'intégration avec Grafana qui existe depuis 6.0. Alors là, tu nous as parlé de l'index. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités intéressantes, à l'intérieur de Loki? L'autre fonctionnalité qui est intéressante, on en a parlé aussi, c'est sa capacité en fait à parser les logs au moment où on fait la recherche. Donc, comme les logs ne sont pas indexés, il va falloir à un moment donné, si on veut chercher par exemple un log par sa Trace ID, c'est quelque chose de unique, pour pouvoir le chercher dans 30 jours de données par exemple, il va falloir en fait scanner. Donc ça, c'est une des particularités de Loki, c'est qu'il scanne en fait comme un grep de façon distribuée. Donc il va scanner tous les logs pour trouver comme on dit, l'épingle dans le tas de foin ou l'épine dans le tas de foin. Ouais. J'essaie de traduire mon expression. Bah, tu parles de grep justement. Ouais. Tu as en face de toi un vieux sysadmin qui a Ah, eu l'habitude de faire beaucoup de regexp pour, trouver la donnée qu'il voulait dans les logs. ouais. Est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on peut faire ou, maintenant il y a des manières plus intelligentes de le faire? Non, on peut. C'est un sujet où il faudrait une podcast entière pour parler du regex, parce que toutes les années, j'entends quelqu'un qui dit qu'on a trouvé un nouveau langage qui va le remplacer, mais ça n'est jamais arrivé. Donc oui, Loki supporte les regex. Je veux dire, c'est quelque chose d'inévitable. Il supporte les regex et on en a besoin pour trouver certaines informations. La plupart des SRE, comme tu le dis, et les sysadmins sont habitués aux regex. Ils savent les écrire. Mais c'est pas la seule façon de chercher.
pour la simple et bonne raison que c'est un petit peu effrayant les regex à écrire, c'est pas très facile dès le début, le langage peut être un petit peu difficile à apprendre. Donc on peut tout simplement chercher des mots, des termes comme tu le ferais avec Elasticsearch. Tu peux juste demander un mot, puis il va aller voir s'il trouve ce mot quelque part. L'avantage que ça a généralement, c'est que chercher un mot, c'est beaucoup plus rapide que exécuter un regex. Donc moi, si on utilise Loki, je dirais toujours prioriser d'abord la recherche de mots. Et c'est toujours possible parce que dans vos logs, il y a toujours un mot qui revient. Et donc si on utilise cette recherche de mots avant de faire un regex, ben, on va pouvoir réduire le flux considérablement de données. Et ensuite, on va pouvoir exécuter le regex sur beaucoup moins de données. Je dis ça parce que les regex, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est une très belle façon de faire du DDoS sur des serveurs, puisque tu peux écrire des algorithmes en fait qui sont de complexité n au carré ou j'en passe. Et donc, si tu roules ça sur un serveur qui fait partie d'une cloud offering, ben, tu risques de recevoir des DDoS. Donc, en Go, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que ils ont créé un regex qui est beaucoup plus lent que tous les autres langages, mais il est secure. C'est-à-dire qu'au maximum, sa complexité est de la longueur de la chaîne dans laquelle tu recherches. D'accord, alors j'étais pas au courant non pour le DDoS. Par contre, je suis pas énormément étonné puisque c'est toujours, pas une manière très efficace d'aller chercher une information. Il y a toujours un coût à la Ouais. regex, c'est inévitable. Ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est la même chose qu'avec grep. Grep va être beaucoup plus rapide si vous lui demandez juste un terme au lieu de lui donner une expression. Il va être beaucoup plus lent parce qu'il faut qu'il l'exécute, il faut qu'il recule en arrière des fois, parce qu'il y a des wildcards, donc il faut qu'il essaye plusieurs combinaisons, et donc c'est ce qui le rend lent. Mais malheureusement, c'est ce qui existe, c'est ce qui est le plus commun. Tu as parlé de Trace ID, Ouais, donc c'est relatif au tracing, j'imagine? oui, Alors la Trace ID, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, son utilité, puis dans quel contexte l'utiliser? oui. Moi, personnellement, dans tous les logs que je génère de mes applications, généralement, ils originent toujours d'une requête utilisateur ou c'est une requête utilisateur qui a déclenché en fait ce log, même si c'est pas de façon synchrone, c'est pas de façon asynchrone. Et donc j'ajoute ce qu'on appelle une trace ID. Trace ID, c'est en fait la même trace, le même chiffre, c'est un ID en fait, ça va être le même ID pour toute la même requête en fait. C'est comme un contexte. Et cette requête-là, à travers tous les logs qu'elle va générer, elle va avoir la même trace ID. Et ça permet, par exemple, de faire une recherche. Donc, si j'ai le numéro de cette trace, donc je sais qu'un utilisateur a eu une mauvaise expérience parce que j'ai vu que sa latence était relativement haute pour cette requête. Si j'ai la trace de cette requête, ben, je peux retrouver tous les logs qui conviennent à cette trace ID. Donc ça, c'est au niveau des logs, mais forcément, normalement, une trace ID, quand vous instrumentez votre application, c'est plus pour générer une trace. Mais moi, je combine les deux, puis je trouve que c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant de combiner les deux. Et donc, normalement, vous utilisez aussi un back-end de traces. Et les traces, eux, la différence avec les logs, où le log va juste avoir la trace ID, les traces, elles vont avoir les informations de timing. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir vous dire, ben, quand je suis passé à travers service A, qui est celui qui, par exemple, questionne la base de données, et que j'ai exécuté cette fonction, ça m'a pris 10 secondes, par exemple. Donc ça, c'est l'information que la trace a en plus, mais il faut un back-end. Je ne sais pas si tu connais Jaeger, mais c'est ce qui était le plus populaire, c'est ce qui est le plus populaire en ce moment. Ce qui est intéressant avec les traces, c'est un peu nouveau. En Ouais, tout cas, c'est pas non plus, quelque chose qu'on utilise depuis des lustres et j'ai l'impression que c'est quand même très lié aux microservices. ouais, tout à Parce que fait. quand on avait un monolithe, la trace, ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens. Mais là, l'idée, c'est donc de dire qu'une application aujourd'hui, elle a énormément de composants Ouais. qui sont répliqués, qui sont, voilà, ça passe par beaucoup alors, microservices, je Mhm. vais les appeler comme ça, Ouais, et que le passage par ces différents microservices et le fait que ça emprunte différents chemins en fonction de la requête, ouais. parce que justement on en fait tourner plusieurs, c'est là où ça devient intéressant quand on cherche à troubleshooter, une problématique. C'est-à-dire il est passé par, là. Donc la durée que ça prend pour la requête est une information importante, mais dès le moment où on a déterminé le bottleneck, avoir les logs et pouvoir les relier à la trace ID, Ouais, c'est un plus. c'est capital Ouais. même. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est vrai que tout ce qui est trace, c'est assez nouveau. C'est poussé de plus en plus par OpenTelemetry. Et c'est exactement ça. Beaucoup de compagnies maintenant font du microservice.
Et donc là, si vous voulez, à un moment donné, on avait besoin d'exposer nos monolithes pour pouvoir les monter en charge de façon différente. Il y avait des services qui avaient besoin de plus de pods, ou il y avait des services qui avaient besoin de plus d'être disponibles. Et donc on a explosé nos services. Le problème, c'est qu'en faisant ça, comme tu disais, en fait, on a rendu complexe de savoir ce qui se passe dans notre système. C'est devenu plus complexe que ça l'était avant. Avant, on pouvait, l'avantage du binaire très simple qu'on voulait, c'est qu'on pouvait rejouer la requête sur un seul binaire. Maintenant, si vous avez un set de 250 microservices, c'est probablement le cas chez des compagnies comme Uber ou Netflix, ça va être très difficile de comprendre ce qui se passe pour une requête à travers 250 services. C'est pour ça que le tracing, c'est devenu quelque chose d'ailleurs, qui est origine de Uber, et qui est devenu populaire parce qu'il permet justement de commencer à corréler ce qui se passe entre les services et de voir le temps qu'une requête a passé à travers tous les services. Et avoir les logs, comme tu dis, je trouve que c'est très intéressant d'être capable d'agréger tous les logs pour une seule requête. On peut récupérer en fait les logs. Moi, j'utilise souvent le Trace ID et le label namespace, parce que généralement, une requête tape le même namespace dans Kubernetes, et j'utilise le Trace ID. Ça me permet en fait de voir à travers tous les services les logs qui sont différents d'une seule requête. Alors quand on parle de tracing et qu'on veut ce timestamp entre les différents microservices, c'est le span, hein, c'est le terme. Alors Ouais. je ne sais pas s'il y a une traduction française aujourd'hui qui existe. Je la connais pas s'il y en a une. Est-ce que cette information-là, donc, tu as dit au début, ce qui est intéressant avec Loki, c'est de se dire que dans un dashboard unifié, on peut avoir les logs et les métriques et corréler les deux. Ouais. Est-ce que de la même manière, on peut avoir le span et donc le temps passé pour une requête au travers des différents services dans ce même dashboard et vraiment corréler en fait les trois dimensions de l'observabilité? Ouais, alors c'est une très bonne question. À l'heure actuelle, on peut le faire tout seul, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir une fenêtre Explore, prendre la trace le Trace ID ou le Span ID. Le Span ID, c'est beaucoup plus rare, mais plus le Trace ID, le rentrer dans Explore et trouver en fait les logs. Maintenant, dans la prochaine version de Grafana qui arrive, donc on pense déjà dans le futur, on avait déjà pensé à ça. On va avoir, je ne sais pas si tu es au courant, que maintenant Grafana 7 supporte les traces, donc on peut afficher des traces de différents backends. Et on va rajouter la possibilité de passer de la trace au log, et donc d'être capable de voir tous les logs qui sont en rapport avec une trace. Donc c'est quelque chose qui va être facilité. On peut déjà le faire, mais ça va être facilité encore une fois par Grafana. Et nous, en fait, j'en profite aussi pour parler des backends de Trace. On a récemment annoncé, donc en octobre, Tempo. Je ne sais pas si tu as vu l'annonce. On a annoncé Tempo, qui est notre backend en fait de trace, et qui est un petit peu dans les mêmes principes, dans les mêmes trade-offs, où on essaie d'être capable d'absorber énormément de données, mais on indexe beaucoup moins d'informations. En fait, on indexe qu'une seule chose, c'est l'ID. Si tu utilises des systèmes comme Jaeger, en fait, Jaeger utilise Elasticsearch, donc ils indexent beaucoup plus. Après, tu as d'autres backends, hein, tu peux utiliser Cassandra avec Jaeger, tu peux utiliser bien d'autres choses. Avec Tempo, on a fait un petit peu le même trade-off qu'on a voulu faire avec Loki. On indexe très peu, et on garde toute la trace. Donc la trace peut être énorme, on peut en avoir des millions, même des milliards qui arrivent à la seconde, mais on va indexer une seule chose, c'est son ID. Parce qu'en fait, on considère que si tu le combines avec Loki, ou si tu le combines avec des métriques, trouver la trace ID, c'est pas quelque chose qui va être difficile. En fait, c'est souvent à partir d'un log que tu vas trouver une trace ID, et que là, tu vas vouloir aller explorer en fait cette trace. De ce que je comprends, donc, c'est très focalisé sur un use case DevOps, je vais appeler ça comme ça, mais c'est très orienté opération en tout cas et problématique de troubleshooting. Ouais. Et beaucoup moins sur les côtés analytiques après et ce qu'on pourrait tirer en plus de cette donnée-là. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quand même d'autres use cases qui sont possibles avec Loki? Ouais, c'est sûr qu'on peut faire de l'analytique. Après, nous, c'est pas la raison principale pour laquelle on l'a créé, un petit peu comme Elasticsearch, hein. C'était pas je pense pas que, à la base, ils avaient prévu que tout le monde envoie ses logs dans Elasticsearch. Et donc, oui, on peut faire de l'analytique. Il y a d'autres cas d'usage qui sont plus intéressants. Par exemple, si vous utilisez Prometheus, vous avez un serveur Nginx. C'est un petit peu difficile de rajouter de l'instrumentation Prometheus à l'intérieur d'Nginx. Nginx, c'est pas une application qui vous appartient, c'est pas votre code. Et donc là, avec Loki, Nginx est capable en fait d'afficher ou d'envoyer en fait sur son sortie standard les audit logs des accès en fait. Et donc on va pouvoir avec Loki commencer à créer des métriques sans avoir à instrumenter l'application. Donc il y a plein de cas d'usage de ce genre-là. On appelle ça du black box monitoring.
Donc on va pouvoir en fait monitorer des applications qui ne t'appartiennent pas juste à partir des logs. On va pouvoir commencer à créer des métriques en fonction des requêtes, des erreurs, on va pouvoir faire tout ça, faire des dashboards. Donc ça c'est un autre cas d'usage, le black box monitoring. Et c'est avec un proxy ou sans proxy? Et là le proxy c'est Nginx, donc c'est Ce que je voulais dire, c'était le cette carte proxy qu'on va mettre à l'intérieur du non, il n'y a pas besoin, juste les logs. On a juste besoin de récupérer les logs en fait du Nginx que vous utilisez. OK. Parce que quand on évoque tout ça, moi j'ai un rêve avec Kubernetes parce que l'idée c'est quand même, l'automatisation et si j'arrive à capturer tous ces éléments-là d'une application, je rêve d'un contrôleur qui puisse me dire: «Je déploie une nouvelle version de mon application et je me rends compte qu'elle est pas aussi performante que la version précédente» et donc avoir un rollback automatique. Ce serait envisageable d'avoir, juste, un opérateur qui ferait cette query-là pour s'assurer que mon application, par exemple, correspond à certains critères de performance? Oui, bah, alors ça c'est très intéressant, comme sujet. Après je pense que c'est relativement, encore nouveau ce genre de je sais que Flux peut permettre de faire ce genre de choses, probablement. Je pense qu'on peut sûrement utiliser, Kubernetes pour envoyer des alertes Prometheus pardon, pour envoyer des alertes si jamais, ma performance change. Moi, ce que je trouve ce que je préfère utiliser, dans ce cas d'usage, déjà, c'est les alertes. Je préfère qu'on m'alerte pour me dire: «Ben, la performance de ton application a changé». Et puis je préfère opérer moi-même, ou commencer à rechercher que laisser une application, faire le choix tout seul. Alors je sais qu'il y a des possibilités avec Flux de créer des boutons pour que ce soit manuel, mais Grafana a une idée intéressante, c'est, les annotations. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est pas beaucoup connu. Mais avec Loki, on peut créer des annotations. Donc, on pourrait s'amuser sur des graphiques de charge, que ça peut être de processeur ou de mémoire. On peut rajouter, en fait, avec des annotations, des barres latérales qui montrent quand une application a été déployée. Donc, on pourrait, par exemple, corréler le déploiement d'une application avec une montée de charge et potentiellement trouver un bug. Après, l'automatisation, je pense que c'est encore loin. C'est pas quelque chose que moi j'ai beaucoup utilisé encore. Mais ça m'étonnerait pas qu'un jour ça arrive. Alors l'automatisation, elle se passe souvent au niveau des outils de CI/CD. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a de l'intégration au niveau de Loki avec des outils de CI/CD? Parce que j'imagine que si je prends par exemple Argo CD est en mesure de fournir certains dashboards sur les applications. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire? Aller dans la direction où, il y aurait plus d'intégration avec des outils de CI/CD? Ou alors la vision de Grafana, c'est de se dire: «Il faut découpler un peu la vision opérationnelle des dashboards et celle de l'outil de CI/CD»? Ouais, je pense pas qu'on se rapproche d'un projet spécialement, ou c'est plus un projet qui sera intéressé par Loki et qui l'intégrera lui à son stack en fait, hein. Donc ça m'étonnerait pas que des projets comme Argo ou Flux à un moment donné automatisent l'installation de Loki par exemple pour pouvoir récupérer les logs des jobs qui sont en train de rouler. Nous on essaye de pas trop, justement comme tu disais dans le second cas, on essaye de pas trop se coller à simplement un seul projet. On aime bien justement que à Grafana on est un petit peu choisis ton propre outil. Donc on préfère que les gens choisissent leur propre outil. C'est pour ça que Loki marche très bien, même si vous n'avez pas Prometheus, vous pouvez très bien utiliser Loki. On va jamais empêcher ce cas d'usage. Donc on veut être plus, utilise ce qui marche pour toi. On sait que les équipes de dev et les SRE vivent dans un contexte particulier où ils n'ont pas tout le temps le choix avec quoi ils travaillent, et donc on préfère les laisser avoir le choix avec les outils qui travaillent. On a parlé des dashboards un peu, mais j'aimerais savoir, aujourd'hui, est-ce qu'un SRE crée des dashboards sur des logs? Oui, Ou alors c'est réservé aux métriques? non, on peut créer des dashboards, d'ailleurs je vous conseille de le faire, c'est très, c'est vraiment utile, ça peut être très sympa. Puis surtout dans le cas du black box monitoring que je parlais de tout à l'heure, vous avez un serveur Nginx, vous pouvez à partir de Nginx, donc on a je pense qu'on a des dashboards qui sont partagés, hein, sur le site de grafana.com, qui vous permet en fait d'avoir requêtes par seconde, nombre de failures, le pourcentage d'erreurs, tout ça en dashboard à travers les logs. Et c'est très utile justement pour des applications que vous n'avez pas la possibilité d'instrumenter avec des métriques ou les métriques n'existent pas. Donc ça vient un peu compléter les métriques que vous n'avez pas du tout ou que vous avez un peu mais pas assez. C'est souvent plus facile de rajouter un log dans une application qu'une métrique. Ça va beaucoup plus vite de rajouter un petit log quelque part avec le nombre de quelque chose, puis on pourrait rajouter un petit panel rapidement, puis avoir cette information-là. D'accord. Typiquement, encore une fois, je reviens sur mon
mon idée des, erreur 200, erreur 500 et cetera. Tout ça, je pourrais le tirer des log engines Ouais. et je l'aurais pas forcément des métriques. Tout à fait. J'ai fait une présentation, en octobre pour la sortie de Loki 2.0 et puis je parle exactement de ça. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par ça, je vous conseille de regarder la vidéo où on passe à travers ce use case particulier de Nginx et puis je fais mon dashboard, sans avoir créé de métrique. OK, on l'ajoutera aux notes de l'épisode comme Ouais, ça permettra aux gens de la retrouver plus facilement. parfait. Alors, tu as évoqué aussi le fait que Loki a été créé par Grafana pour répondre à des besoins qui lui sont propres dans un premier temps Ouais, et vous avez fait le choix de le faire open source. Alors c'est le modèle de Grafana de faire de l'open source. ouais. Donc le choix, il était évident d'aller vers une solution qui serait open source. Exactement, je pense que c'est dans l'ADN de l'entreprise. Grafana, le projet a toujours été open source. Je pense que le projet au début a été très populaire parce qu'il est open source, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent, bah, ça va beaucoup plus vite, puis le projet devient de plus en plus intéressant. Donc c'est un modèle qui plaît à Grafana. Nous, en fait, on aime faire toutes nos applications open source et on considère que ce qu'on peut faire, c'est une différenciation en entreprise avec des features vraiment orientées entreprise. Donc on parle de authentification qui s'intègre avec Google ou tout ce qui est audit log, tout ce qui est vraiment spécifique à l'entreprise et qu'une entreprise va avoir besoin. Ça, on va essayer de le faire nous-mêmes avec des versions entreprise, mais on laisse tout ce qui est vraiment utilisation. On ne veut pas couper des features juste pour faire une différenciation. Et donc, on peut utiliser nos produits open source sans problème. Et aujourd'hui, l'utilisateur, a le choix entre une version on-prem et une version SaaS ou c'est juste on-prem? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, on-prem, on est en train de travailler sur un Loki qu'on appellerait Loki Enterprise, qui aurait des features, comme je disais, qui sont orientées pour les entreprises, donc principalement authentification, RBAC, tout ça. Et puis ça on l'a pas, c'est pas encore là. Donc pour l'instant, on peut faire du on-prem avec Grafana. On a des possibilités de, donc il faut nous contacter pour ça si vous voulez que ce soit nous qui faisons le on-prem. Sinon, après n'importe qui peut faire le on-prem lui-même avec l'open source. On est en train de faire une solution on-prem avec des licences qui s'appelle, enfin, je sais pas comment ça va s'appeler, mais ce sera du Loki Enterprise. Sinon, l'offre principale qu'on offre à Grafana, c'est le cloud offering, donc on a un produit SaaS où tu peux envoyer tes logs directement, puis tu n'as pas besoin de t'occuper de Loki. Et donc là, c'est nous qui gérons la montée en charge et tous ces problèmes-là. Alors tu as dit aussi, comme c'est un modèle open source, qu'il y avait des contributeurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus des contributeurs individuels ou est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui travaillent avec, Grafana sur ce projet? On parle beaucoup avec Red Hat, Red Hat parce que Red Hat c'est un très grand contributeur de Prometheus aussi et de Thanos. Donc c'est quelque chose que de temps en temps on a des discussions sur. Moi j'ai déjà mis en fait chez Red Hat, donc on a souvent des discussions un petit peu sur vers quelle direction va le projet. Je dirais pas qu'ils sont des forts contributeurs, mais je dirais que on se consulte en tout cas. Principalement, pour l'instant, les contributeurs, ben, ils travaillent chez Grafana. Après, on a beaucoup de contributeurs individuels, comme tu disais, des gens qui ont envie d'améliorer le produit parce qu'ils l'utilisent tous les jours. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a, je pense qu'on a 300 uniques contributeurs. Après, il y a, avec tous ceux qui ont juste changé la doc, on peut réduire un petit peu à une cinquantaine de personnes, mais on a quand même un bon nombre de personnes qui sont intéressées par le projet. Et donc, ça avance pas mal vite. Et est-ce que Grafana a le projet de mettre, Loki dans une fondation ou pas? C'est une question que j'ai eue récemment. La réponse que j'ai donnée, puis en fait, je comprends la demande. J'ai l'impression que on me demande ça souvent parce on a peur que Grafana remette la main sur Loki ou ce genre de choses. Honnêtement, pour l'instant, on n'a pas vu de grand intérêt pour le moment à le faire, à le donner à une fondation. Mais c'est pas pour ça que je dirais qu'on le fera jamais. C'est pas quelque chose qu'on a encore décidé de faire. Là, on est encore en train d'attendre un petit peu de voir s'il y a un intérêt vraiment à le donner à une fondation ou pas. Je pense que si un jour on avait vraiment, par exemple, une deuxième entreprise qui serait super intéressée à contribuer de façon régulière, c'est peut-être quelque chose d'envisageable. Mmh. Parce que j'imaginais que d'un côté, bon, il y a l'aspect neutralité pour le consommateur qui est appréciable, Ouais. mais d'un côté aussi, exposition d'un projet qui est, par exemple la SNCF, ça fait généralement une belle
publicité au projet, j'imagine. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Cependant, la raison pour laquelle on l'a pas fait encore, c'est qu'on n'a pas encore souffert du manque de publicité, en ne pas étant, dans la fondation SNCF. On me l'a demandé plusieurs fois. Pour l'instant, je trouve que le projet est très populaire, donc c'est pas un besoin que je ressens encore. Alors parlons un peu de la roadmap. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de public ou si quelque chose que tu peux nous révéler sur un peu, vers quoi vous allez? Ouais, Bon, tu as déjà donné deux trois éléments, mais ouais. si tu peux compléter. Je pense que là, en termes de langage, on est en train de regarder, à quelque chose qui serait moins difficile que le regex, et plus facile pour parser des logs de type machine comme, Nginx. Donc c'est du common log format ou, ou du syslog ou tout ce qui est envoy, des logs qui sont pas en fait un format, structuré, mais qui sont quand même des sortes de tokens en fait qu'on aimerait passer. Donc ça, c'est une des features sur laquelle on aimerait un peu rendre ça plus facile, le passage de log, de ce genre de log. On regarde pour la rétention, ça on en a parlé, la rétention en fonction d'un tenant, par exemple, d'un utilisateur, ou en fonction d'un stream, comme tu disais. Donc un stream, chez Loki, un stream c'est comme une métrique, donc c'est une application qui envoie un flux de données, c'est un stream. Donc pouvoir changer la rétention, ça c'est quelque chose qu'on aimerait faire, qu'on regarde. La suppression aussi massive, c'est quelque chose qu'on regarde, c'est surtout parce que je pense qu'avec toutes les lois GDPR, il y a beaucoup de demandes de pouvoir supprimer si on a injecté par erreur dans Loki des informations qu'on ne voudrait pas. Et je pense que le dernier point, les deux derniers points, j'ai la performance, on travaille beaucoup, tout le temps, beaucoup sur la performance, essayer de faire en sorte que Loki soit rapide. Nous, on trouve que dans la plupart de nos cas d'utilisation, si on respecte, il est relativement rapide. On essaie toujours de pousser plus loin, en fait, Loki pour qu'il soit capable de traverser des gigas de données à la seconde. Et le dernier point, c'est il y a eu une restriction dans Loki, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est que les logs doivent être envoyés dans l'ordre. Donc, c'est une petite restriction qui parfois est embêtante, parfois elle l'est pas. Mais quand on envoie nos logs dans Loki, on s'attend à ce qu'ils soient envoyés dans l'ordre. C'est-à-dire que chaque timestamp de chaque log en fait a un timestamp, comme une time série en fait. Except, en fait, la seule différence c'est qu'à la place des métriques c'est des logs. Et ce qu'on demande, c'est que au moment où on reçoit ces logs, on les reçoit dans l'ordre. C'est surtout un choix qu'on a fait pour faciliter les opérations. Si tu reçois des logs dans l'ordre, ça veut dire que tu peux couper des morceaux d'un stream sans avoir à changer la mutabilité des morceaux que tu as créés. Si tu peux pas recevoir un log qui est plus ancien, qui est plus nouveau, pardon, et tu devrais avoir besoin de changer ton morceau que tu as coupé et lui rajouter ce log-là. Donc c'est plus dur opérationnellement à gérer, donc on a décidé de ne pas le gérer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde en dernier dans la roadmap, c'est enlever cette limitation-là, parce qu'il y a des cas d'usage où c'est difficile d'avoir les ordres, les logs à l'endroit. Est-ce que tu peux me donner un cas d'usage? Parce que moi, je me suis toujours imaginé les logs donc comme un stream de logs Ouais, et donc ils arrivent au fur et à mesure qu'ils sont écrits ouais, et alors tu me dis qu'ils sont pas forcément ordonnés dans le bon ordre. ouais. Alors ça implique quoi? En fait, c'est dès le moment où tu vas commencer à avoir une sorte de relais quelque part. Ça arrive beaucoup avec Syslog. Ça peut arriver aussi avec du Function as a Service. Toutes ces applications-là qui envoient pas directement en fonction qu'elles reçoivent, mais qui envoient un élément secondaire. Et cet élément secondaire peut temporiser, par exemple, les logs et puis les renvoyer dans le désordre. Fluentbit, par exemple, au niveau des logs, ce qu'il fait, c'est qu'il a plusieurs threads et donc il les envoie au fur et à mesure qu'il reçoit et il les envoie pas spécialement dans l'ordre. Donc il y a plusieurs cas d'usage comme ça où ça arrive. Jusqu'à maintenant, ça nous a pas causé grand défaut, mais on commence à avoir de plus en plus de gens qui veulent s'approcher et utiliser Loki et qui demandent d'enlever cette contrainte-là. Il y a un point aussi puisque tu as évoqué un peu un format commun. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait par Prometheus et qui est assez intéressant, c'est la standardisation des métriques, Ouais. en tout cas du format des métriques Mhm. et la même chose est tentée aussi au niveau des traces. Ouais. Aujourd'hui, bon, c'est tout ce qui tourne autour de OpenTelemetry. Mhm. Est-ce qu'il y a cette volonté de standardisation aussi autour des logs? Je pense qu'OpenTelemetry a cette volonté-là.
OpenTelemetry, c'est quand même beaucoup de vendeurs de cloud. Je pense que nous, on adhérera si jamais il y a quelque chose qui sort de concret, on adhérera à ce format-là. Je pense pas qu'on est, en tout cas, on n'a pas de problème à le supporter. Maintenant, je pense que ce qu'on gardera toujours aussi dans Loki, c'est la possibilité d'envoyer dans les logs, peu importe comment ils sont, de votre choix. Si c'est du JSON que vous aimez, ben, vous pouvez envoyer du JSON. Si c'est du log format, donc log format, c'est du key value pair. Ben, c'est ça qu'on acceptera. Nous, au niveau de ce qu'on reçoit, c'est vraiment une chaîne de caractères. On n'est pas très regardant jusqu'à maintenant. Mais on instrumentera. Je sais que par exemple, dans OpenTelemetry, qui va bientôt supporter les logs, on aura la possibilité de rajouter un Loki en tant que sortie. On regardera pour ça. Ok, alors une dernière question pour le coup, toujours relatif à ça. Dans la mesure où un standard de log existe ou en tout cas est prévu, cette spécification, elle doit être adressée par la personne qui ship les logs ou c'est dans les applications que ça doit être standardisé? Je ne sais pas si tu suis ma question. Est-ce Ouais. que donc on va envoyer un log qui sera pas formaté forcément par rapport à une spécification Mhm. et l'outil de shipping en fait va avoir cette redevabilité de transformer le log pour correspondre au standard ou c'est vraiment l'application qui devrait sortir le log à un format standard? Je pense que les 2 sont possibles en fait, OpenTelemetry, je suis pas sûr en fait de leur scope, mais il y a toujours la possibilité d'avoir des pipelines dans leur, ça va être le collecteur en fait qui va être en charge de faire ça. Il y a toujours la possibilité d'avoir un pipeline dans ton collecteur pour pouvoir modifier les logs. Donc ils veulent plus standardiser la collecte en elle-même que le format en lui-même. Je pense que le format, c'est vraiment, chaque développeur a son propre format qui préfère. Enfin, c'est pas tout le monde hein, qui a son propre format, mais chaque entreprise ou chaque équipe a leur façon de faire. Donc c'est difficile d'imposer. Je trouve que c'est plus difficile d'imposer un format pour les logs que ça l'est pour les métriques. Parce que les métriques, peu importe comment on les store, on les regarde de la même manière. Les logs, c'est un petit peu plus différent. En tout cas, Cyril, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bah, merci de m'avoir reçu, hein. Si vous êtes intéressé par le projet, il est forcément disponible sur GitHub. Puis moi, je suis aussi disponible sur le Slack public de Grafana. Parfait, je ferai un lien aussi. Super, merci. Merci beaucoup. Retrouvez Cyril sur Twitter @KUQD et Grafana Labs sur grafana.com. Si cet épisode vous a appris quelque chose ou simplement diverti, je serais ravi que vous en parliez autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux. Merci à Data Essential de soutenir ce podcast et à la semaine prochaine.